Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Alors aujourd'hui, on va voir les différents marchés, différents ETF et différentes commodities. On va essayer de repérer les différents points clés, les différents supports et résistances et essayer également de repérer les différents bons points d'entrée. Je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais uniquement une vidéo à but éducatif. Ce n'est que mon avis et je peux me tromper. Faites toujours vos propres recherches, c'est très important. Par contre, si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Sur ce, on commence directement avec l'ETF QQQ qui représente le Nasdaq 100. On se retrouve ici sur TradingView avec les différentes time frames. Ici, on a Daily, 4 heures et Weekly. Si on revient un petit peu en arrière et qu'on observe le crack des tarifs, on peut voir que sur le Nasdaq, depuis le point bas, on a pris environ 47%. C'est juste énorme, d'autant plus que la hausse, elle s'est faite presque en un trait. Rappelons que depuis le 9 mai, sur le Nasdaq, on a franchi la moyenne mobile 200 jours. Donc cette moyenne mobile, c'est une moyenne mobile long terme. Si on est au-dessus, ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière. Et si on est en dessous, ça veut dire qu'on est dans une tendance baissière. Si on zoome un peu et toujours sur le graphe daily, on peut voir que depuis début août, le Nasdaq il nous a fait une sorte de petite consolidation. Cette consolidation, elle s'est faite en plusieurs temps. On a eu le premier temps, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième temps. Ici, fin juillet, début août, on a eu des mauvaises données sur le marché du travail aux États-Unis et ça a créé la première petite correction. On peut voir que ça s'est fortement repris et ça a formé une sorte de range. Rappelons que dans un range, les points hauts ils font face à une résistance et les points bas ils font face à un support. Donc dans un range, on va essayer de long acheter les supports et on va essayer de short vendre les résistances. Dans une précédente vidéo, on avait repéré ce range et le point d'entrée idéal c'était ici sur la moyenne mobile 50 jours et pile sur le support du range. Ça a donné une belle performance, ça a pris depuis 5,37%. Maintenant qu'on a cassé ce range, le nouveau point d'entrée idéal ce serait un pullback sur le haut de range. Pourquoi il ne faut pas acheter là? C'est tout simplement parce qu'on est sur des sommets historiques. Vaut mieux attendre un petit pullback, une petite correction pour rentrer. Cette petite correction, elle limitera déjà les pertes en cas de retournement. Sur Nasdaq, on peut également repérer que le RSI il a franchi sa moyenne mobile ici autour des 60 points et là maintenant il approche les 70 points. On commence à être suracheté parce qu'autour des 70 points, c'est une zone de surachat sur le RSI et autour des 30 points, c'est une zone de survente. Vous l'aurez compris, la zone centrale, c'est une zone neutre. Donc toujours d'un point de vue moyen terme, étant donné qu'on approche cette zone, il vaut mieux attendre une sorte de pullback sur la moyenne mobile du RSI avant d'entrer. Si on regarde sur le graphe 4 heures, on a franchi également la moyenne mobile et on se trouve en zone de surachat. Donc patience avant d'entrer. Si j'agrandis le graphe weekly, on voit ici que le RSI, il approche la zone des 70 points et que c'est une zone de résistance. Regardez, ça a fait office plusieurs fois de résistance. Alors maintenant qu'on approche à nouveau de ces niveaux, c'est peut-être pas le meilleur moment pour entrer. Une chose que vous devez absolument retenir, c'est qu'on est le 17 septembre et que ce soir à 20 h, la Fed elle va communiquer sa décision sur les nouveaux taux d'intérêt. Avec ça, Jérôme Powell il va tenir un discours et il va annoncer la vision sur les prochains FOMC et sur les prochains taux directeurs qui vont arriver donc fin 2025 et 2026. Au moment où je vais publier cette vidéo, il ne restera plus que quelques heures avant cette décision de taux d'intérêt et il risque d'y avoir beaucoup de volatilité. Avant de se positionner sur les marchés, je pense qu'il est plus intéressant d'attendre la fin de semaine pour voir comment les marchés ils vont digérer la news. Déjà les FOMC normaux, il ne faut pas se positionner pendant et juste après, mais je pense que là, étant donné que c'est le FOMC le plus attendu de l'année, il faut encore moins se positionner juste après. En conclusion, on est suracheté à peu près partout, donc attendez le FOMC, attendez la fin de semaine pour avoir une vision plus claire. On se retrouve maintenant sur SPY, l'ETF qui réplique l'indice boursier S&P 500. Pour rappel, le SP 500 c'est l'indice qui reprend les 500 plus grandes entreprises américaines. Et le poids dans cet indice, il est déterminé par la capitalisation de chaque entreprise. Si on regarde le SP 500 d'un point de vue weekly, on voit qu'il a fait une sorte de tasse comme ça et que depuis, il monte en ligne droite. Bref, comme sur Nasdaq, il a presque pas eu de moment de respiration. Dans la dernière vidéo, on avait vu que le SP500, il montait dans une figure comme ça de canal haussier. Pour rappel, le point bas d'un canal, c'est un support et le point haut de canal, c'est une résistance. Donc on va acheter long le point bas d'un canal et on va vendre short le point haut du canal. Maintenant, ce qui s'est passé ici, c'est qu'au lieu de redescendre parce qu'on était sur le haut de canal, on l'a carrément franchi. Et en théorie, quand on sort d'un canal et par exemple qu'on fait un pullback sur le haut de canal, on est censé prendre encore plus de verticalité. Maintenant qu'on est dans cette situation, soit on essaie de viser le haut de canal pour trouver un point d'entrée et ensuite jouer la hausse, soit on attend que le SP500 il re-rentre dans son canal et peut-être qu'il aille chercher le bas de canal. Je pense que venir chercher le bas de canal c'est un meilleur point d'entrée que ici attendre le pullback sur le haut de canal. En plus si vous regardez le RSI vous voyez qu'on est autour de la zone des 70 et que les 70 ça a été à chaque fois une résistance.
Pareil sur le RSI en 4 heures, on est autour de la zone des 70, la zone de surachat. Sinon d'un point de vue long terme, le SP500 il est ultra bullish. Regardez, on a toutes les moyennes mobiles qui sont alignées dans le bon ordre. En plus de ça, il évolue au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, donc à long terme, c'est une tendance haussière. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à ajouter sur le SP500. N'oubliez pas que de nouveau ce soir c'est le FOMC et que sur le SP500 aussi, il va y avoir beaucoup de volatilité. On se retrouve maintenant sur le l'ETF IWM qui reprend l'indice du Russell 2000. Le Russell 2000, globalement, c'est un indice américain qui prend les petites capitalisations. Comme on l'a vu la semaine passée, le Russell 2000, il est autour d'un précédent point haut, donc il est autour d'une résistance. Forcément que cette zone-là, elle ne va pas être facile à casser. On l'avait vu la semaine passée, mais le TF IWM, il évolue aussi dans un canal haussier. Regardez juste ici, le RSI, il est coincé entre sa moyenne mobile et la zone des 70. Pareil que dans tout type de canal haussier, on vient short le point haut du canal et on vient long le point bas du canal. Donc personnellement, sur IWM, j'attendrais à minima qu'il vienne toucher le bas de canal pour pouvoir entrer. Ce qui me plairait bien, c'est qu'étant donné qu'on est sur une grosse résistance, et ben on vienne ici consolider pendant un petit moment. Ce serait intéressant qu'on fasse un range avec par exemple ici le haut de range et par là le bas de range. Ce mouvement dans une sorte de range qu'on pourrait former, ça permettrait aux moyennes mobiles ici de venir se resserrer et carrément à la moyenne mobile 50 jours de progresser. On imagine que la moyenne mobile 50 jours elle progresse comme ça et on viendrait ici acheter le repli sur moyenne mobile 50 jours. Une chose qu'on peut également noter, c'est que l'ETF IWM il sous-performe l'indice Nasdaq. Donc forcément quand le Nasdaq monte, l'ETF IWM il a plus de peine. Et cette sous-performance, on la voit avec la moyenne mobile 200 jours qui est plate. Donc au fait, c'est comme si on n'avait presque pas de tendance. Voilà pour l'ETF IWM, il vaudrait mieux attendre une consolidation pour ensuite casser les précédents points hauts. On est maintenant sur l'ETF TLT qui représente les obligations long terme américaines. Regardez bien ici en comparaison avec le Nasdaq, depuis mai 2020, les obligations américaines sous-performent le Nasdaq. Et résultat sur le graphe weekly, ça donne un graphe de la mort. Petit point que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'on a ici une droite de tendance qui représente une résistance. Mais vous voyez que l'ETF TLT, il a essayé de marquer un point bas autour des 85 $. On voit bien ici sur le graphe daily une sorte de range avec le point bas là, comme je vous l'ai dit, à 85 $ et le point haut autour des 88 $. Élément très important à remarquer, c'est que TLT a franchi sa moyenne mobile 200 jours ici le 5 septembre. Et si on regarde dans le passé proche ce que ça a donné le franchissement de la moyenne mobile 200 jours, on a pris environ 10%. Je préfère ne pas compter ces franchissements-là parce que c'était des arnaques. Effectivement, avec le marché du travail américain qui faiblit, les taux d'intérêt ils ont de fortes chances de baisser. Et donc sur les obligations, étant donné qu'elles sont inversement corrélées aux taux d'intérêt, lorsque les taux d'intérêt ils baissent, les obligations elles montent. Bon, ça c'est de la pure théorie, maintenant en pratique ça se passe pas exactement tel quel. Mais quand même on voit que pendant toute cette période où on parlait de baisse de taux d'intérêt, ça a permis à TLT de marquer un point bas. Passons maintenant à l'or qui depuis son franchissement de résistance a pris environ 7,7%. Sur l'or j'ai pas grand chose à vous faire remarquer, si ce n'est qu'ici sur le RSI 4 heures on est en train de casser la moyenne mobile. En plus de ça on voit qu'il y a une sorte de range qui s'est formé juste ici avec un point bas plutôt ici. Bref, actuellement on est en train de tester un repli après la cassure du range et c'est plutôt positif. Le momentum sur l'or est très puissant et en plus de ça, une baisse de taux d'intérêt dans un environnement inflationniste, ça pousse les prix de l'or à la hausse. Maintenant pour ceux qui veulent acheter de l'or, c'est absolument pas le bon moment pour entrer. Vous voyez ici sur le RSI Daily, on est suracheté mais de malade. Au final, même sur le RSI Weekly, on est suracheté. Donc pour rentrer, attendez à minima un pullback sur la moyenne mobile 10 jours exponentielle et moi je dirais même un pullback sur la moyenne mobile exponentielle 20 jours. On pourrait imaginer une sorte de figure comme ça en double bottom, donc là on viendrait entrer sur le bas de bottom, ou alors une sorte de figure comme ça en drapeau avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas et hop, ensuite il y aurait un inversement et on entrerait ici sur le bas de drapeau. Bref, patience sur l'or, mais le momentum est positif et ça c'est bien. Petit mot très rapide sur le pétrole, on est ici sous la moyenne mobile 200 jours, donc on est en tendance long terme baissière. On peut voir que la moyenne mobile 50 jours a très bien marché pour ici un retournement moyen terme haussier. Après ce mouvement haussier, on est venu rechercher la moyenne mobile 50 jours pour effectuer une sorte de pullback. Après le pullback, malheureusement, ça a monté, mais ça n'a pas tenu et on a refranchi la moyenne mobile 50 jours. Et là, on est passé en tendance moyen terme baissière avec de nouveau un pullback ici sur la moyenne mobile 50 jours. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train de former un double bottom sur le pétrole avec comme ligne de coup la moyenne mobile 50 jours. Et ici, on est presque au contact de cette fameuse moyenne mobile. Alors, patience sur le pétrole, on sait que les fondamentaux, ils sont plutôt baissiers étant donné que l'OPEP, ils vont augmenter leur production de pétrole. Mais par contre, d'un autre côté, on a beaucoup d'incertitudes géopolitiques et ça pourrait pousser les prix du pétrole à la hausse.
Rappelons aussi qu'un fort mouvement haussier du pétrole, ça pourrait raviver l'inflation dans le monde entier. Et ça, c'est absolument pas ce que veulent les États-Unis. Donc eux, ils essaient de pousser les prix du pétrole le plus bas possible. Mais toujours est-il, on a vu ici au mois de mai-juin ce que ça peut donner un conflit géopolitique. Ça peut vraiment faire flamber les prix du pétrole. Donc attention, gardez quand même un œil là-dessus. On se retrouve maintenant sur le DXY, l'indice sur le dollar américain. Tout d'abord, on pourrait voir une sorte de ligne de tendance comme ça, weekly, très long terme. Elle est juste ici en daily, on peut voir qu'elle a été touchée une fois ici et une fois là. Maintenant, dans quelle situation on se trouve sur le dollar ? On est dans une situation baissière. Regardez la moyenne mobile 200 jours, elle est tournée vers le bas. C'est une tendance baissière. En plus de ça, on a un support qui s'est formé avec un double bottom qui a permis un rallye du dollar à court terme. Mais ce support qui a continué d'être touché ici, et ben là, il vient de casser. Résultat, on essaye à tout prix de tenir le point bas du double bottom qu'on avait formé juste ici au mois de juillet. Bon, pas besoin de vous dire que sur le dollar, avec toutes les moyennes mobiles qui sont tournées à la baisse, on est sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme dans une tendance baissière. Regardez aussi le RSI ici qui a franchi sa moyenne mobile à la baisse. En même temps, d'un point de vue macro, ce mouvement il est normal. Donald Trump il veut que le dollar soit moins cher pour plus de compétitivité sur le marché international et la baisse de taux d'intérêt ça rend le dollar moins attrayant. On passe maintenant aux crypto-monnaies et à Bitcoin. On s'était laissé la semaine passée sur la formation de cette figure ici. Je vous avais dit qu'en venant d'une tendance baissière comme ça, il y avait plus de chances de casser la figure par le bas que par le haut. Mais ce qui est bien, c'est que la résistance qui a été touchée plusieurs fois, vous le voyez, et ben elle a fini par casser ici, c'était le 10 septembre à environ 14 h. Et vous le voyez, depuis cette cassure, le Bitcoin, il a pris environ 2,87%. C'est pas rien. Cette figure, elle se trouve plus ou moins ici sur le graphe daily. Vous voyez que la cassure de la résistance ici, ça s'est fait par la bougie daily juste là. Et cette bougie, elle est plutôt belle avec un corps assez imposant. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de la moyenne mobile 50 jours et j'avais dit que si on franchissait cette moyenne mobile 50 jours, c'était positif. Et bah, regardez bien ce qu'on a fait. Le 11 septembre, on l'a cassé et ensuite, on a formé un pullback ici en 4 heures et on est venu toucher la moyenne mobile 50 jours. Maintenant, ce pullback, il a été effectué et la question, c'est est-ce qu'on va partir directement en rallye ou faire un double bottom? Vous voyez qu'en daily, on a une sorte de drapeau descendant comme ça et ce double bottom, ça permettrait de venir chercher le haut de drapeau pour faire une sorte de liquidity trap et ensuite partir à la hausse. Maintenant, ce qui peut aussi se passer, c'est qu'on vient chercher le haut de drapeau, on tient pas, on réintègre et puis là, bah, on descend et on va retrouver les 108 000 $. Pour être honnête, sur Bitcoin, la situation actuelle, elle est plutôt positive. En tout cas, on est sur la moyenne mobile 50 jours, donc pour une tendance moyen terme, on est haussier. Regardez le RSI, on a cassé la moyenne mobile et on est autour des 60, pas encore suracheté. Ça nous laisse donc la place d'avoir encore un beau rallye haussier. Mais rappelez-vous, ce soir, Jérôme Powell, il va nous donner des indications sur le futur et il vaut mieux attendre que la volatilité se tasse. C'est absolument dans des jours comme ça où il peut y avoir une belle impulsion haussière et ensuite, bam, un gros rallye baissier ou vice-versa. Patience, attendez que la volatilité se calme et de voir dans quelle direction va vraiment le marché. Le seul point délicat, c'est que sur le RSI Weekly, on est sous la moyenne mobile et ça peut être une résistance. Mais sinon, on est bullish. On se retrouve maintenant sur le graphe d'Ethereum. Ici, vous voyez que j'ai tracé une droite de tendance daily. Je ne sais pas encore si elle est correcte, mais si on se rapproche d'elle et qu'ensuite on rebondit, bah elle sera correcte. Si on zoome un peu sur Ethereum, on a toujours ce range avec le haut de range qui est autour des 4822 $ et le bas de range qui est autour des 4200 $. Encore une fois, on vient short les hauts de range et on vient long les bas de range. Ce qui est bien, c'est que sur le bas de range, on a aussi la moyenne mobile 50 jours. Alors sur Ethereum, on pourrait chercher un point d'entrée sur la droite de tendance ou même un peu plus bas ici sur la moyenne mobile 50 jours. Si vous regardez sur le graphe weekly, on est autour des anciens sommets sur Ethereum. Ce qui est bien en daily, c'est qu'on est en train de former une belle base autour de ces sommets. Donc on prend plus d'air pour mieux sauter et aller vers de nouveaux records. Donc au final, patience, plus cette base elle est longue, plus on va aller chercher des records hauts. Regardez le RSI daily, il est autour des 60 et comme sur Bitcoin, ça nous laisse la place pour avoir un beau mouvement haussier. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. N'oubliez pas que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais uniquement une vidéo à but éducatif. Rappelez-vous aussi que ce soir, 17 septembre à 20h, 20h30, il y a le discours de Jérôme Powell. Alors faites attention à vous parce qu'il y aura beaucoup de volatilité. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche ou lundi pour une nouvelle vidéo macroéconomique et d'ici là, portez-vous bien, allez. Ciao, ciao!